Je sais pas comment. Je leur ai dit, mais il faut que je fasse les JO d'une manière ou d'une autre. Je me rendais pas compte. Tu te rendais pas compte que le monde entier te regardait et surtout me jugeait. Il y a eu une très très grosse vague de haine auquel je n'étais pas du tout préparée. Menaces de viol, des trucs immondes. Après, j'ai pleuré parce que je me suis dit, c'est ouf ce que j'ai réussi à faire. Bonjour à tous, En Vrai, le podcast de nos engagés. Aujourd'hui avec Barbara Butch. Bonjour, Barbara. Ouais. Butch, c'est bien. Salut. Enchantée. Barbara. Barbara, déjà, dans ce podcast, c'est notre invité qui met là. Ça veut dire, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit ? On se tutoie. On se tutoie, ouais. On se dit tu. Naturellement, quand on regarde le personnage que tu es, on voit DJ, militante, donc voilà. Mais qu'est-ce que toi, en vrai, tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? Comment est-ce que toi, en vrai, tu te présenterais? En vrai, non mais je suis DJ, c'est un fait. Je fais danser les gens, je l'ai toujours fait et c'est vraiment ce que j'aime le plus dans ma vie. Militante, je sais pas si je me définirais vraiment comme ça. Je pense que je suis juste une personne qui incarne pas mal de luttes et du coup ce qui fait de moi une figure militante. En vrai, je pense qu'on l'est tous un peu à notre manière. Tu crois? Je pense, ouais. Parce qu'on a tous des choses à revendiquer, même qu'on sait juste au sein de notre famille, pas que dans un contexte politique ou de société, tu vois. Mais sinon, si je me définis, ce serait militante de l'amour. Parce que vraiment, j'essaye de militer pour plus de, tu vois, pour faire de l'amour une trend. Et voilà, qu'on arrive à se reconnecter autour de ces valeurs. Au-delà du militantisme, ton engagement au quotidien, lequel est-il? Quelles sont les questions qui te... Je pense que c'est déjà d'exister, en fait, tu vois, tous les jours. Le premier engagement? Ouais, d'exister en tant que femme, dans une société qui est quand même assez misogyne, on ne peut pas se le cacher, et sexiste. D'exister en tant que femme grosse, en tant que femme lesbienne. Enfin, tu vois, chaque jour... ça porte quand même un lot de qui peut être des contraintes, en tout cas de difficultés. On peut s'arrêter une seconde sur ce que tu viens de nous dire. Exister en tant que femme grosse, en tant que femme lesbienne. Tu es une icône aujourd'hui. Tu es une icône aussi de ce milieu LGBT. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est important de le dire. En tout cas, pour eux, c'est important d'avoir une voix comme la tienne qui les représente. Et tu viens de parler de ton poids. Moi, quand je te vois, c'est pas ce que je vois. C'est très personnel, mais dans cette société, justement, cette grossophobie, cette homophobie, comment est-ce que concrètement tu la reçois déjà, avant de savoir comment tu la vis et comment tu la perçois? C'est quoi au quotidien? Au quotidien, ça va être des regards, ça va être des environnements qui ne sont pas adaptés non plus, tu vois. C'est-à-dire aller au théâtre, par exemple, tu vois, si j'ai envie d'aller voir des pièces dans des petits théâtres, on a plein de salles, même pas forcément que dans des petites salles parisiennes, tu vois, mais en fait, les sièges ne sont jamais adaptés. C'est toujours fait pour des personnes qui sont plutôt hyper normées. Et donc, du coup, ça devient des contraintes. C'est en ça que ça devient une contrainte. Et après, ça va être, c'est vraiment, tu vois, c'est les regards des gens insistants. Alors moi, je suis une personnalité publique parce que j'ai choisi aussi de me montrer et tout ça, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment plein de moments, quand t'es grosse dans cette société, en fait, on te le fait tellement ressentir de manière négative que du coup, ça te donne envie de te cacher. Et moi, en fait, ce que j'essaye de dire aux gens qui me ressemblent, et à ceux qui ne me ressemblent pas forcément, mais qui peuvent s'identifier d'une manière ou d'une autre, c'est de se dire, en fait, on doit se cacher pour personne. Tu vois, parce que en fait, on a qu'une vie et peu importe à quoi on ressemble, peu importe d'où on vient, il faut essayer de la vivre au maximum, faire des rencontres. Et il y a toujours des gens qui vont nous apprécier, donc plutôt se concentrer sur ces personnes-là plutôt que sur le reste. Barbara, est-ce qu'on peut rembobiner pour essayer de comprendre qui tu es et comment t'en es arrivée là? Parce qu'on imagine que quand on vit
tout cela, on ne se dit pas tout de suite, quand on est très jeune, je ne vais pas me cacher et je vais m'assumer. J'imagine que le chemin, il est extrêmement compliqué. Comment ça se passe à la base, ton engagement? D'où est-ce que tu viens? C'est quoi ta famille et ton histoire? Alors moi, ma famille, je suis une petite fille de déportés. J'ai grandi avec mes arrière-grands-parents, avec mon père marocain, ma mère d'origine juive polonaise. Et du coup, ça fait, tu vois, un grand mélange comme ça. Mais en tout cas, tu vois, la culture de la Shoah, l'héritage de la Shoah, de la déportation, le Veldiv, enfin, tu vois, tout ça, c'est des trucs qui ont quand même beaucoup marqué ma vie, notamment mon enfance par le récit de mon entourage familial. Ça se passait comment, ces récits, ces En rendez-vous de fait, famille? le truc, c'est que moi, tu vois, par exemple, mon arrière-grand-mère m'a raconté des trucs pendant la guerre, quand elle se cachait, et en fait, c'était toujours mort de rire, quoi. C'est-à-dire? Alors qu'elle a perdu toute sa famille à Auschwitz. Mais en fait, elle me racontait vraiment comme ma grand-mère, beaucoup d'anecdotes, de trucs un peu absurdes qui leur sont arrivés pendant qu'ils se cachaient. Tu nous donnes un exemple? Par exemple, je sais pas, une fois, il neigeait, ils étaient à Salanches, et il neigeait, et ma grand-mère a décidé de faire de la luge sur un sac, enfin sur un truc qui glissait, et en fait, elle a atterri dans l'église du village, comme ça. Enfin, tu vois, il y avait que des histoires comme ça, enfin, après, tu vois, il y a plein de choses, tu vois, qui m'ont été racontées. Par exemple, mon grand-mère, c'était quelqu'un de très sensible. Et ma grand-mère a toujours été hyper... donc sa fille, tu vois, même assez autoritaire, bon, hyper drôle. Mais tu vois, c'était vraiment une femme de pouvoir et tout ça. Et en fait, je me demandais d'où ça venait. Et du coup, je l'ai perdue il y a 2 ans. Hier, ça fait 2 ans. Et on parlait énormément, et elle me racontait que... parce que je lui dis, mais comment ça se fait que toi, t'es hyper comme ça, hyper straight, tu vois, il faut que ce soit carré, il faut qu'il y ait un... Et que tu lâches pas, en fait, tes émotions, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui était pas dans le câlin, et en fait, elle me disait, mais parce que pendant la guerre, ton arrière-grand-père, donc son père, lui a dit, en gros, moi, parce qu'il était résistant, pendant que je ne suis pas là, c'est toi qui portes la culotte, quoi. Ton petit frère est trop sensible, et ta mère est trop sensible aussi. Donc elle devait tenir alors qu'elle avait 9 ans, quoi. Incroyable. Et donc c'est dans cette famille, avec ces femmes très fortes, que tu grandis. Très fortes, ouais, que je grandis, ouais. T'es quel enfant à ce moment-là? Est-ce que je déjà... suis le premier enfant. Ah, mais ça veut dire beaucoup être le premier enfant de la famille. Hein. De toute la famille, hein. Genre la plus grande des cousines, enfin plus petite grande, quoi. Mais ouais, non, je suis la première, et écoute, moi en fait, on a été très longtemps avec mon petit frère, les deux seuls cousins. Enfin, en fait, on était les deux frères et sœurs, et genre mon premier cousin, je pense que je l'ai eu, j'avais 12 ans. Tu vois? Il y a un gap déjà. Donc déjà, il y avait un... Et tu dois donner le là. Hein, ouais, et en plus, tu es une femme. Donc ça veut dire que tu portes un sac à dos. Ouais. Un peu rempli. Ouais, un peu, ouais. Ouais, il y a plein de choses dedans, ouais. Mais disons que quand je suis enfant, je suis pas grosse, je suis l'enfant mince. Tu vois, ça arrive vraiment plus tard. Tu t'en souviens? Après l'adolescence, ouais. Puis après, c'était petit à petit. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me suis pas vue grosse tout de suite, tu vois. Donc, j'ai pas du tout construit ma personnalité en fonction de ça. En fait, c'était pas un sujet, ça l'est devenu à partir du moment où j'ai été médiatisée. Avant, ça l'était pas. Jamais. Pas à l'école, pas dans un entourage, pas dans la rue, tu le ressentais pas comme ça. T'as toujours les trucs de la famille, parce que, tu vois, je veux dire, dans toutes les familles, et surtout, tu vois, moi qui suis des années 80, on a grandi avec souvent des mères, pour ceux qui en ont eu, qui disent, tu devrais faire attention à comment tu manges, tu devrais faire attention à comment tu t'assois, tu sais que si t'arrêtes le pain, machin, tu vois, parce qu'en fait, ces femmes-là ont déjà grandi avec une presse féminine insupportable sur comment être mince, comment perdre du poids, comment perdre 3 kilos avant l'été, comment ceci, comment cela. Donc forcément, ça se répercute sur les enfants, surtout sur les filles.
des familles. Donc oui, effectivement, enfin, tu vois, la grossophobie, tu l'as subie aussi dans la famille. Tu le perçois comme de l'amour au début? Non. Non, je pense qu'on le perçoit jamais comme de l'amour au début. En fait, on se dit, non mais attends, pourquoi elle me dit ça? Enfin, pourquoi? Enfin, tu vois, c'est des violences en fait. C'est de l'injustice, de la violence. C'est des micro-agressions, tu vois. Et déjà, tu t'engages à ce moment-là? Tu t'engages à rester toi? Ouais, toujours. C'est là que ça commence? Non, ça commence depuis petite. J'ai toujours. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, il y avait toujours un truc. Par exemple, dès que j'étais petite, il y avait des trucs que je comprenais pas et qui me mettaient en colère. C'était pourquoi les garçons pouvaient faire telle chose et les filles non. Et ça m'énervait, mais au plus haut point. C'est quoi que tu pouvais pas faire? À l'école, tu vois, c'est typiquement, même, enfin, tu vois, au niveau des jeux, des jouets et tout ça, c'était hyper genré. Et puis le foot, c'était les garçons, les filles, il fallait qu'elles jouaient. Bah non, désolée, je détestais jouer avec la poupée. Tu voulais faire du foot? Moi, je voulais faire je jouais avec des panini, je voulais faire tu vois, des trucs comme ça, là. Je faisais des tapettes. Ah oui, c'était avec les cartes, fallait les retourner. Mais oui, bien sûr, les tapettes, quoi, tu vois. Ça faisait très mal aux mains. Ça faisait très mal aux mains. Et en fait, ouais, c'était hyper genré. Puis il y avait des trucs, tu vois, on disait, non, mais ça, c'est pas un truc pour les filles, ça, c'est pour les garçons, tu vois, dans les trucs de sport, les machins. Et moi, je disais, mais attends, mais d'où? Et alors, tu faisais Et puis, quoi? moi, ce qui m'énervait, tu vois, c'était quand on me disait, ne t'assois pas les jambes écartées. Je disais, mais pourquoi lui, il peut et moi pas? Et en fait, le fait de se dire que, tu vois, enfin, parce que quand t'es petit, tu comprends pas pourquoi, tu vois. Mais après, tu comprends que c'est parce qu'il y a des hommes qui peuvent te sexualiser quand t'es enfant. C'est l'enfer. C'est surtout très fucked up. C'est horrible, tu vois. Et donc, il y a ce truc, vraiment, tu vois, genre, où tu sens, enfin, en tout cas, moi, je le sentais. Tu vois qu'il fallait que quand t'es une fille, il faut pas que tu prennes trop de place, machin, tu vois, il faut que tu rentres quand même dans les codes. Mais en fait, moi, dans ma famille, ils ont très très vite compris que j'avais une manière de réfléchir et de penser qui était complètement différente. Quand est-ce que tu décides que tu as envie de devenir quelqu'un qui sera médiatisé? Alors, je crois que ça se décide pas. T'avais pas l'envie que ta voix elle porte? Il n'y a pas quelque chose d'indirect? Non, j'avais pas du tout cette envie. C'était quoi ton cheminement? Comment t'arrives là où tu es aujourd'hui? On va après encore expliquer pour ceux qui ne t'auraient jamais vu que tu as été révélée en tant que DJ pendant les Jeux Olympiques. Mais ça, on en parle dans un instant parce que il y a la Barbara qui est petite, il y a la Barbara qui après fait de la musique, etc. Et puis il y a celle qui va être médiatisée. Quand est-ce déjà que tu décides que toi tu vas faire de la musique de toute façon? Et puis après tout que tu vas faire ce que tu veux? Parce que je crois qu'on aura bien compris que depuis le début ton engagement c'est être qui tu es et faire ce que tu veux. Ouais. On est d'accord? Ben, moi à la base, tu vois, quand j'étais petite, je voulais être saxophoniste de jazz. Je disais saxophoniste de jazz professionnel. C'est hyper dur à dire quand t'as 6 ans, mais je vous jure que je le disais bien. Et en fait, j'ai pas pu l'être tout de suite. D'ailleurs, je l'ai jamais été en vrai, mais j'ai joué du saxo. Et en fait, vraiment, il y a ce truc de, tu vois, en fait, je me voyais, je disais à ma mère, mais t'imagines une femme dans un club de jazz? C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Parfois, je me dis que on doit avoir des vies antérieures et que j'incarne quelqu'un que j'ai, tu vois, une personne que j'ai dû être. Avant, parce que en fait quand t'es un enfant et que tu sais, tu vois ce que tu veux faire et que c'est un truc qui est, tu vois, je voulais pas être vétérinaire ou pompier ou. On faisait de la musique à la maison? On faisait pas du tout de musique. On faisait pas de musique d'ailleurs, personne ne joue d'instrument. Un peu mon père il gratte un peu la guitare, mais non, pas de musique. Mais en revanche ma mère m'a inscrit tôt à des cours de musique et j'ai commencé par le rythme avec une prof brésilienne dans son appartement, c'était génial, avec mon ami Mathieu d'enfance. Et donc j'apprenais plein d'instruments, à jouer sur plein d'instruments hyper rigolos, hyper ludiques quand t'es enfant. Mais je disais non, mais moi je vais faire du saxo. Sauf que j'étais trop petit. En fait, tu peux pas quand t'es trop petit, déjà pour le souffle, et puis déjà ça pèse lourd un saxophone. Et en fait, petit à petit, j'ai gravi les échelons, j'ai commencé à faire du piano
mais sur un carton pour apprendre les notes. C'était un carton qui se dépliait. Parce qu'on n'avait pas de piano à la maison, donc ça fait vraiment genre... Enfin bref, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, hein. C'est juste que c'était comme ça coûtait cher les pianos, ça coûte toujours cher d'ailleurs. Et donc on avait carton, et j'apprenais comme ça les notes. Et je jouais du piano avec une prof qui s'appelait Guillemette, qui était très sympa. Et, et vient le jour où je peux enfin faire du saxo. Avant ça, je fais 1 an de clarinette pour m'entraîner au souffle. La clarinette, c'est exceptionnel. C'est comme si tu m'avais dit j'ai fait 1 an de luth. L'instrument, entendons-nous bien. Ouais, c'est ça. Tu vois, non, de clarinette pour m'entraîner au souffle. C'est difficile, la clarinette. Ouais. Non, mais puis en plus, j'avais un prof qui sentait tellement mauvais de la bouche. Il était gentil, mais c'était... C'était difficile. C'était très, très difficile. Mais vraiment, c'était hyper difficile. J'imagine que t'as pas osé lui dire. Bah... Oui, tu dis rarement aux gens, pardon. Tu sens mauvais de la bouche. Tu sens mauvais dans ta bouche. Ouais, non, je l'ai pas dit. Je me suis retenue. Mais du coup, j'en ai fait qu'1 an. Et après, je suis rentrée au conservatoire de Paris 7e, le conservatoire Eric Satie, où là, bravo. J'ai fait du saxophone avec un connard de prof. J'ai tenu 3 ans et je suis partie. Qui sentait mauvais aussi la bouche? Non, mais il était hyper classiste. C'est-à-dire qu'il me faisait vraiment ressentir que j'étais la prolo du groupe, quoi. C'était et ça aussi et là j'ai compris, tu vois, en fait j'ai compris tôt qu'il y avait un gap social aussi. Tu vois, moi j'ai grandi dans le 7e arrondissement. Mon père voulait absolument habiter à côté de la Tour Eiffel, il appelle ça comme ça, et donc on a habité à côté de la Tour Eiffel, enfin dans le 7e, dans un tout petit appart, hein, il faisait 35 mètres carrés, on était 4. Et en fait, tu te rends compte que déjà à l'école, il y a des classes sociales, tu vois. Donc j'étais dans le 7e. Donc le 7e, c'est très bourge, hein. J'allais toujours. Mais du coup, en fait, par exemple, tous mes amis que j'avais à l'école, bon, je m'entendais avec tout le monde, hein, mais mes vrais amis, mon vrai noyau, ben, c'était les fils de gardiens. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était comme ça. Alors que je m'entendais avec les autres. Mais c'est vrai que, tu vois, mon noyau, c'était mes copains qui vivaient dans le même style d'appartement que moi. Et à ce moment-là, depuis petite, on comprend que tu as plusieurs moteurs qui te font avancer dans cet engagement, dans cette envie, peut-être un peu dans cette rage, d'avancer, de te dire qui tu es, de t'assumer, d'y aller, d'assumer aussi les choix de tes parents. C'est quoi ces moteurs? Toi, comment tu les qualifies à ce moment-là, tes moteurs? Ben, en fait, moi, je me dis toujours que c'est de la chance. Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, j'ai de la chance d'avoir, d'avoir eu ces consciences-là très tôt. Même sur le rapport, que ce soit sur le rapport aux autres, que ce soit sur le rapport à l'amour, c'est vraiment quelque chose dont j'ai conscience. Je te trouve super humble, Barbara. C'est de la chance, mais c'est du travail, de l'abnégation, du courage, un peu de rage, un peu de colère. Ouais. Bah après, moi, j'ai beaucoup travaillé la colère. Donc, parce que je... Tu veux dire en thérapie? Ouais, pas en thérapie, mais dans ma vie en général, d'accord. Tu vois, parce que je trouve que moi, c'est pas mon moteur du tout. C'est pas mon moteur. L'envie, tu vois, la jalousie, le désir tu vois, de ce qu'ont les autres, ça me... Tu vois, c'est pas quelque chose qui m'attire et qui m'a jamais... Donc, en fait, je me suis toujours dit, je vais faire les trucs par moi-même, de la manière dont j'ai envie de les faire. Ça veut dire que, en fait, tu vois, là, je suis arrivée aujourd'hui. Si j'aurais pu... à 45 ans, tu vois, où j'en suis, j'aurais pu certainement y arriver avant, mais il y avait des trucs sur lesquels j'avais pas envie de discuter. De transiger. J'aimerais bien que tu nous racontes cette période, parce que c'est intéressant de savoir à partir de quand tu arrives à vivre de ton métier, de ta passion, de ce pourquoi tu as travaillé. Et c'est intéressant, comparativement, en vrai, de se rendre compte du pourquoi tu dis que tu n'y es pas arrivé avant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, je vois très bien. En fait, moi, j'aime bien prendre le temps de faire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je trouve que on vit dans une société où il faut faire tout de suite. Et puis, on dit toujours aux femmes, surtout, qu'elles ont une date de péremption.
Et moi, j'ai envie de changer le truc. Tu vois, c'est-à-dire que de changer ce moteur et dire aussi aux femmes, tu vois, qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment, c'est de leur dire que il n'y a pas d'âge pour avoir de l'ambition, pour avoir des projets, quels qu'ils soient, vraiment. Et donc, moi, j'étais pas prête avant. Je pense que j'avais pas envie, tu vois, d'être sur le devant de la scène. Je sais pas si j'aurais géré comme je gère aujourd'hui avec ce recul. Et puis, en fait, tu sais, il y a un truc de... voilà, t'as plus de recul, tu sais comment répondre aux gens. Moi, tu vois, les gens qui me disent « Ouais, t'inquiète, je vais t'offrir ta carrière de rêve et tout ça. » Genre, non. Bon, on t'a dit ça dans ta vie? Non. Non, mais là, on me le dit. Tu vois. Bon, c'est quoi le déclic pro? Le déclic pro, c'est ça fait pas si longtemps en fait, ça fait, je sais pas, 13 ans, 14 ans, en 2012. Donc moi, j'ai habité à Montpellier pendant une dizaine d'années, où j'ai eu un restaurant qui s'appelait l'Arrosoir, c'était trop sympa, ouais. Tu cuisinais? Non, je cuisinais pas. Mais je savais cuisiner. En fait, je savais tout faire parce que, en fait, si tu sais pas tout faire dans un resto, ça marche pas. Enfin, t'es obligé si le cuistot est pas là. Et en fait, et donc j'avais ouvert ce resto, j'avais 24 ans. Ouais. J'avais eu 19 refus de banque. Wow. Et finalement, il y a une banque qui a accepté. Il y a mon ex-compagne qui finalement s'est associée parce qu'elle avait 10 ans de plus que moi. Donc du coup, tu vois, c'était un peu plus crédible pour les banques qui est quelqu'un qui est 34 ans plutôt que 24. Et en fait, et par exemple, pour trouver la personne qui allait faire la cuisine dans mon resto, j'ai organisé un espèce de Top Chef. Ça n'existait pas, Top Chef à l'époque. Et en fait, tous les vendredis, il y avait... parce que j'avais un cuisinier que j'avais eu avec quand j'avais acheté le fonds de commerce, donc que j'avais récupéré. Mais lui, il voulait partir. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, attends que je trouve quelqu'un. Et je me disais que le meilleur moyen de trouver quelqu'un, c'était de lui faire la cuisine. Voilà, enfin, dans les conditions de travail. De faire la cuisine. De faire la cuisine, quoi. Et donc, il y avait des cuistots qui venaient et qui proposaient une carte. Je leur disais, bah voilà, le budget, c'est 20 balles par personne, entrée, plat, dessert. C'était vraiment pas cher. Mais parce que c'était le resto dans lequel moi, j'avais envie d'aller. Et c'était la cuisine au feu de bois et tout ça. Et donc, tout le monde, voilà, ménageait. Puis les gens disaient, bah moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai adoré ça. Et puis moi, je faisais aussi au feeling de voir comment la personne se débrouillait en cuisine. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ma cuisinière après. Donc, opération resto. Opération resto, trop sympa. Opération musique. C'est là où j'ai appris à mixer. Tu mixes dans ton resto? Je mixe dans mon resto. T'avais jamais mixé avant? J'avais jamais. J'avais un peu petite passion, mais en fait, ça me tentait, mais j'osais pas. Et Sympa. donc, j'osais pas. Et en fait, j'ai un copain qui était venu pour faire l'inauguration du restaurant, vraiment à l'improviste, et qui avait ramené ses platines vinyles et qui les a posées et qui les a laissées pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, je me suis dit, autant qu'elles servent à quelque chose. Okay. Et donc, je passais les vinyles que les gens m'amenaient. Donc, en fait, les incroyable gens, toute cette vie. Tu as 72 vies depuis le début. Donc, je me remets juste sur la vie de Montpellier, qui fait que d'un seul coup, tu as ton pote qui laisse les platines. Ouais. Tu ouvres ton restaurant. Ouais. Tu sais cuisiner plus ou moins, mais tu ne cuisines pas dans ton restaurant. Top Chef, restaurant, voilà. Tu es fou. Tu te mets à mixer. Ouais. Et là, tu te dis, ça, c'est mon nouveau métier maintenant? Pas du tout. Alors, pas du tout, mais je me dis, c'est charmé, c'est génial. Mon restaurant doit fermer parce que j'ai des plaintes pour le bruit, surtout pour le bruit. Et surtout, j'ai beaucoup d'attaques homophobes. Donc, tu vois, des affiches, des trucs comme ça. Carrément, ouais, pendant le Pride Month, tu vois, je mettais un drapeau LGBT. Et en fait, on me l'arrachait dans la rue, des trucs comme ça. Et donc, on a eu beaucoup de... tu vois, on a eu les fraudes, l'hygiène, machin. Et puis, en fait, à chaque fois, ça se passait bien. Donc, mais c'était quand même, à chaque fois, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui Donc, cabale homophobe. C'était insupportable. Et finalement,
Et finalement, un jour, on nous dit qu'il y a une commission de sécurité. Et la commission de sécurité nous dit il faut refaire toute la façade. Puis les prises de courant, il fallait qu'elles soient 10 centimètres plus haut, machin, tu vois, par rapport aux normes et tout ça. Et on a dit, en fait, ça coûte trop cher. Enfin, ça coûte plus cher de faire les travaux que de se barrer et de ne pas avoir de dette. Donc, en fait, j'ai vendu le fonds de commerce. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'était très difficile cette période parce que du coup, j'avais plus rien, tu vois, j'avais plus mon resto, j'avais pas de dette, mais j'avais pas d'argent non plus. Et je me suis retrouvée à vivre chez des potes pendant 1 an, 2 ans, je sais pas, à faire le tour des appartements des copains parce que je pouvais pas me payer un appart. Avec ta nana, toujours de l'époque? Non, on n'était plus ensemble. Ça a participé au fait que vous soyez plus ensemble, tout ce Ouais, bazar-là, hyper compliqué à vivre? Ben, moi aussi, on s'est quittés avant, hein, tu vois. Enfin, moi, j'étais plus jeune, j'avais envie de m'amuser. D'accord. Voilà. Et elle a rencontré quelqu'un de super, avec qui elle est encore d'ailleurs, tu vois, donc Super. trop bien. Et du coup, ouais, non, enfin, donc moi, je vivais un peu à droite à gauche, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et en fait, très vite, après la fin du resto, on me propose de mixer dans un bar à Montpellier. Et je dis, attends, mais moi, je peux pas mixer dans un bar, je l'ai jamais fait. Ben non, mais en fait, tu mixais tout le temps dans ton resto, vas-y. Et c'est comme ça. Et donc, j'ai commencé à mixer comme ça dans des petits bars à Montpellier, puis des petits clubs. Puis j'avais une résidence dans un café, un bar très connu de Montpellier. Et voilà. Et petit à petit, je me suis fait j'ai eu un appart et tout ça, machin. Et donc, j'ai commencé à revivre. Et puis, vraiment, à vivre de ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'en peux plus de Montpellier, je crois que j'ai envie de retourner à Paris. Sauf qu'en fait, je savais pas trop quoi faire en arrivant à Paris, parce que je savais pas trop... Enfin, je suis partie chez ma mère, je suis rentrée chez ma mère, et je savais pas quoi faire. Et mon père m'a dit, viens travailler avec moi. Et en fait, il avait un showroom, il vendait des vêtements, et qu'il ouvrait 3 mois, puis après il faisait une pause de 3 mois, et puis voilà, 2 fois par an. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça. Et donc j'ai commencé par faire des allers-retours comme ça, Montpellier-Paris, rester 3 mois, repartir. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je reste à Paris. Et surtout, en fait, j'essaie j'ai vraiment envie de mixer dans ma vie. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis dit, j'ai vraiment envie de mixer dans ma vie. Donc, je vais me consacrer à ça. Donc, je vais arrêter d'avoir un boulot alimentaire. Ce qui est très courageux. Hein. Ouais, mais je me suis dit, en fait, s'il faut que je fasse comprendre à l'univers que vraiment j'ai envie de faire ça, bah, il faut que je mette toutes les énergies possibles là-dedans. Pour réussir. Et là, en vrai, c'est un engagement envers toi-même. Hein. Un engagement envers moi-même. Et je me suis dit, et j'ai dit à ma mère, j'ai dit à tout le monde, j'y arriverai. Et plein de fois, hein, ma mère m'a dit, tu veux pas arrêter, tu commences à être trop vieille, machin, tu veux pas avoir un vrai boulot. Je lui dis, mais non, parce que en fait, je sais. Tu as quel âge à ce moment-là? Et j'ai 35 ans, 36 ans. C'est il n'y a pas si longtemps. Hein. C'est jeune, hein, 36 ans. Hein. Et c'est il n'y a pas si longtemps. Et j'ai dit, non, mais moi, je sais. Je sais que je vais y arriver et tout. Et finalement, ben, je vais au Rosa Bonheur, au but de Chaumont. Je suis invitée à mixer là-bas. Et là, commence une belle histoire d'amour au Rosa Bonheur avec ce lieu, avec Zouzou, qui est la patronne du Rosa et qui est devenue comme ma sœur. Et en fait, je me fais une réputation. C'est-à-dire que ben là, on m'appelle pour faire des petites soirées privées, machin et tout ça. Et je commence à aller jouer en région. Tu vois, je travaille avec le centre chorégraphique de Caen, avec beaucoup de lieux comme ça institutionnels. Et voilà, et petit à petit, je construis ma carrière et puis mon réseau. Et tu en vis. Et je commence à en vivre. C'était pas la folie. Mais là, le Covid arrive. Tu vois.
Et alors, qu'est-ce que tu fais Covid, c'était l'enfer parce que là, je me suis dit. Là, tu peux plus mixer en fait. Ouais, puis j'étais pas intermittente. Donc, j'avais pas le droit au chômage, tu vois, en auto-entreprise. Et en fait, un mois avant, j'ai sorti. Je faisais la couverture de Télérama. Juste, j'illustrais la couverture qui disait pourquoi rejette-t-on les gros. Et vraiment, j'étais pas en article dedans. Il y avait juste moi, je n'étais pas citée, il n'y avait pas écrit Barbara Bush nulle part. Mais en fait, j'ai demandé à ma commu, qui était hyper petite, j'avais genre 2500 followers à ce moment-là. Et je dis, les gars, je suis en couverture de Télérama. Si vous les voyez dans les kiosques et tout, postez-vous en photo avec. Et je reposte en story et tout ça. Et en fait, les gens commencent à faire ça, enfin, surtout mes amis. Et ils commencent à faire ça, sauf que en fait, mon compte saute. Comment ça? Mon compte Instagram saute parce que je suis censurée. Mais pourquoi t'es censurée? Eh bien, parce que pour pornographie. Pour pornographie? Ouais. Alors qu'on essaie de comprendre. Alors, en fait... T'es habillée? Je suis pas habillée, je suis nue. D'accord. Mais je suis nue, mais en fait, je suis de profil, comme ça, tu vois. D'accord. On voit rien, on voit pas mes seins, on voit juste ma peau. Et en fait, il y avait un algorithme en ce moment-là, qui existe toujours d'ailleurs. T'es OK que je la check? J'ai pas vu cette couverture, ouais, elle existe encore? Ouais, bien sûr. Tu mets Barbara Bush Télérama. En même temps, je vais pas mettre Emmanuel Macron Télérama. Non, c'est extraordinaire, mais Barbara continue, hein, l'histoire est folle. Et donc, je me mets... et donc, en fait, là, je vois... Et c'était... Alors, en fait, avant, je commençais à dénoncer cette grossophobie sur les réseaux sociaux. D'accord. C'était quelque chose que je dénonçais déjà avant. En disant, putain, à chaque fois que je poste une photo de moi, elle saute. Comment t'es canon? T'as vu, elle est belle, hein? Mais t'es canon. T'es archi canon. Mais effectivement, ça n'a rien de pornographique. Non, il n'y a rien. Mais, et non, du clairement, coup, il n'y a rien. C'est très bon. Et là, je me dis, bon, il faut que j'organise un truc. J'ai réussi à récupérer mon compte. J'organise le... En fait, non, je crée un autre compte. D'accord. Et j'organise le Barbara Bush Challenge. Et là... Autre engagement, pardon, mais je vois des engagements à chaque étape de ta vie. Ben ouais. Tu as un moteur, tu as une forme d'engagement. Absolument. Ça. Et donc, je fais... Et là, en fait, j'appelle Zouzou. Fameux. Zouzou. Et je lui dis Zouzou, machin. Elle me dit, t'inquiète. Elle achète, je pense, tous les téléramas de Paris. Donc, elle fait des photos avec tout le monde. Et surtout, elle fait une photo... elle demande à Virginie Despentes, qui est sa meilleure amie, et elle lui dit, est-ce que tu peux faire une photo? Et là, ça, tu vois, ça prend des proportions encore plus grandes. Et là, je passe sur sur le journal de France Télé, parce qu'en fait, du coup, ça questionne, parce que moi, mon truc, c'était pas, je veux juste, en fait, je veux que les gens comprennent qu'il y a une réelle grossophobie qui existe, et que sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je dénonce depuis très longtemps et qu'il faut vraiment remédier à ça. Barbara, parlons-nous sans langue de bois. Ouais. Tu veux dire que si ça avait été une femme mince, Laetitia Casta... il n'y aurait pas eu de problème. Jamais. Jamais son compte aurait été censuré. Il n'y aurait pas de pornographie. Non, parce qu'on a fait les tests, tu vois, avec des mannequins aussi, tu vois, pour voir... c'était passé d'ailleurs dans le quotidien aussi où ils avaient très bien parlé d'ailleurs du sujet de l'algorithme qui calcule le pourcentage de peau sur une image. Donc, et c'est vrai que plus t'es gros, plus il y a de peau. Et donc c'est considéré comme de la pornographie. Et en fait, vraiment, c'est une question d'algorithme parce que, et même, en fait, il y a très peu. Donc après, moi, j'ai été reçue quand même par Instagram parce que du coup... les réseaux ont été sollicités, enfin tu vois, la presse s'en est mêlée et au bout d'un moment il a fallu répondre à justifier la décision, justifier la censure et qui n'était pas juste envers moi, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de contenu aussi qui était censuré et des trucs qui étaient plutôt politiques, des comptes féministes qui sautaient, enfin tu vois, c'était vraiment une période un peu bizarre et j'ai réussi à rencontrer le PDG d'Instagram, qui est super sympa, au demeurant. Comment ça se passe, le PDG d'Instagram? Eh ben, écoute, en fait, il m'est arrivé un truc après, c'est qu'après, j'ai pleuré, parce que je me suis dit, c'est ouf ce que j'ai réussi à faire. Genre, vraiment, ça m'a...
En fait, pour moi, c'était un truc de fou d'arriver à rencontrer cette personne-là par rapport à tout ce que j'avais fait avant. Enfin, c'était fou. Et ça s'est hyper bien passé, mais après, moi, je lui ai dit, bon, moi, j'ai l'impression que c'est un peu de la langue de bois. Donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais concrètement, il te reçoit comment ? T'as dû halluciner déjà d'avoir peut-être un message « Bonjour, je suis le patron d'Instagram. Ouais. Venez dans mon bureau à telle heure prendre un café. » Ouais, je l'ai rencontré lui avec une équipe super sympa. Super sympa. Vraiment, c'était cool. Mais voilà, ils m'ont expliqué que il n'y avait pas de modérateur. En fait, c'est vraiment... c'est les algorithmes et que les modérateurs qui existent, en fait... ils sont pas en France et que le truc par rapport à la pudeur, tu vois, en fait, le curseur sur la pudeur est pas le même en fonction des régions du monde. Donc voilà, donc c'est même si c'est une personne, une vraie personne qui regarde si ton truc est validé ou pas, tu sais pas si ça va être. Pardon, Barbara, qu'est-ce qu'on met derrière le mot pudeur ? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot pudeur ? En fait, moi, je trouve que c'est quelque chose de très... Enfin, tu vois, qui est de l'ordre de la religion, surtout. Tu vois. Donc, et donc, je pense en fonction des régions du monde ou de la culture, tu vois, de voir de la peau, ça peut... heurter ? Ça peut heurter, ouais. Ce qui n'est pas normal, mais bon... Après, chacun son... Ce qui fait partie de tes combats aussi. Hein. Ce qui fait partie de mes combats aussi, ouais. Mais, et du coup, bon, ça a quand même un peu bougé de ce côté-là. Et donc là, je me suis dit, super. Donc j'ai eu, je sais pas, je crois que j'ai dépassé la barre des 10 000 followers. J'étais là, waouh, c'est dingue. Et là, Covid. 16 mars, veille de mon anniversaire. Dégoûtée. Et en fait, il faut que je trouve un truc à faire. Comment je vais faire pour vivre ? Comment je vais faire pour survivre ? Et je commence à faire des lives sur Instagram. Je fais... parce que c'est mon anniversaire, donc le 17 mars, donc le lendemain. Et je me dis, tiens, je vais aller me chercher ma petite tarte aux fraises. Je vais souffler mes bougies avec mes abonnés. Je m'étais fait une déco et tout ça. Et j'ai commencé à mixer en live, comme ça. Et en fait, on se parle avec un copain au téléphone. On se dit, pourquoi on se ferait pas des apéros comme ça le samedi soir avec les copains. Et en fait, on fait le premier sur Facebook Live le samedi. On dit aux copains, venez. Et je mixe et moi, je dis, mais non, mais c'est nul. Genre, en fait, je suis là, vous me regardez, mais moi, je vous vois pas, c'est nul. Ça sert à rien. Et donc là, on se dit, il faut qu'on fasse des trucs sur Zoom. Et donc, j'organise tous les samedis avec mon ami Axel Bonichon, qui a l'agence Black Demon. Je lui dis, il faut qu'on organise un truc, moi je mixe, puis toi tu t'occupes des images à l'écran et tout ça. Et donc on organise, on met en place l'appart chez moi. Et tous les samedis, il y avait un Zoom et les gens pouvaient se connecter et faire la fête de chez eux avec moi, qui les faisait danser. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur et c'était génial. J'imagine. Mais c'était des fêtes incroyables et qui étaient pour le coup hyper inclusives parce que en fait il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait des gens du monde entier qui venaient. Moi, j'étais pas au centre du truc, c'est-à-dire qu'on me voyait pas, on voyait les gens surtout. On entendait ta musique et on voyait les gens danser. Ouais. Et de temps en temps, vers 22h30, je coupais la musique et je faisais un petit bisou à tout le monde en disant salut, bienvenue à l'appart chez moi, j'espère que vous vous régalez et tout ça. Et voilà, et ça durait jusqu'à minuit, parfois 1h. Il y avait un compte PayPal et les gens pouvaient participer comme ça, un peu comme un chapeau, tu vois. Ce qui m'a permis de survivre. À côté de ça, je faisais des lives sur mon compte Instagram, comme un peu, enfin, tu vois, même principe que les lives TikTok, enfin... tu vois, j'étais face cam et je parlais de moi, des gens. Enfin, j'avais beaucoup d'invités. Ça pouvait être des humoristes, ça pouvait être des personnes plus politisées. Il y a eu Rokhaya Diallo et il y a eu plein de gens trop sympas. Et on déconstruisait plein de sujets, notamment sur le féminisme, sur le colonialisme, et en fait, les gens pouvaient poser leurs questions sans crainte du jugement.
C'est-à-dire, bah, tu sais pas, c'est pas grave. En fait, on va te dire ce que signifie tel ou tel mot ou tel concept. Et donc, je faisais ça. Et le soir, non, le matin, il y avait. Ouais, je travaillais comme une dingue, hein. Le matin, il y avait l'astrologie. Donc, il y avait 3 comptes d'astrologie. On faisait. Enfin, tu vois, tous les matins, il y avait une astrologue différente qui faisait l'horoscope de la journée. Là, c'était l'horoscope des confinés, tu vois. Et donc, c'était hyper sympa. C'était 3 comptes Insta qui préparaient ça. Il y avait Astro-Truc, Astro-Lettres et Astrologuine, qui sont 3 comptes qui n'existent plus d'ailleurs. Et c'était très sympa. Donc, il y avait l'horoscope le matin à 10h. Donc, tout le monde se connectait à 10h. À 18h, il y avait le truc un peu politique. Et à 11h30 du soir, je faisais un autre live qui était la libre antenne, un peu sur le modèle de Loving Fun sur Fun Radio, avec lequel j'ai grandi. Et comme la plupart des ados des années 90, où on faisait tu vois, il y avait notre culture sur la sexualité, où on apprenait ce que c'était les MST, ce que c'était la capote, ce que c'était une fellation. Enfin, tu vois, vraiment. Et donc, du coup, je faisais la même chose, mais en version queer, LGBT. Et donc, tout le monde pouvait poser des questions. Et c'était aussi des lives qui étaient 100% accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, puisque j'avais des interprètes en langue des signes qui m'accompagnaient pendant tous les lives. Comment est-ce qu'on fait un business incroyable même pas en s'organisant parce que je faisais pas d'argent. Hein. Oui, je comprends bien, mais j'imagine. En fait, je me disais, moi, je suis seule. Il y a plein de gens qui doivent être du matin au soir, la personne qui transmet. En fait, je me disais, en fait, on pouvait être tous seuls, mais ensemble, tu vois. Et en fait, l'isolement, c'est quelque chose qui tue. Enfin, c'est une cause de mortalité quand même. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et je me disais que si les personnes qui se sentent isolées se sentent au moins aimées par moi une fois pendant la journée, bah, c'est que c'est ma mission, quoi. Depuis le début, tu parles beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Ton engagement, militante de l'amour. Ouais, vraiment. Il y avait, quand on était petite, mendiant de l'amour. Tu te rappelles la chanson ? Bien sûr, j'adore. Là, on pourrait faire militante de l'amour. Ouais. Je me permets juste une digression. Parce que cette question, elle me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Tu vois, je t'écoute, tu parles de ta vie, de ta relation avec tes parents, ta relation avec l'amour, ta relation avec les gens, avec qui tu es, dans ton entièreté. Ce que tu représentes, la femme forte, la femme queer, etc. Tes parents, tu dis, c'est des religieux, ces femmes fortes, etc. Ouais, c'est pas des religieux. Enfin, ils sont traditionnalistes, quoi. D'accord, traditionnalistes. Ouais. Quand on est traditionnaliste, c'est quoi notre relation avec notre fille qui est homo ? Ben, écoute, franchement, moi, j'ai eu du mal à assumer, par exemple, devant mon père, qui est beaucoup plus vieux jeu, tu vois. T'avais honte ? Ou c'était je me suis dit qu'il ne comprendrait pas, en fait, tu vois. Qu'il ne peut pas comprendre. En fait, je me suis dit, je l'ai vachement sous-estimé. Je me suis dit qu'il ne comprendrait pas ou qu'il ne m'accepterait pas, juste parce que c'est un vieux daron marocain, tu vois. Et en fait, c'est tout le contraire. Tu vois, je me suis mariée il y a quelques mois. Félicitations. Merci. Et il m'a accompagnée. En fait, il y a un truc qui s'appelle la roupa quand on se marie chez les juifs. C'est comme une espèce de... Enfin, c'est un endroit où tu réunis ta mère, ton père, les gens qui sont très proches et tout. Nous, on a fait un truc un peu revisité avec ma femme qui n'est pas du tout juive. Mais du coup, il m'a accompagnée, voilà, jusqu'à l'allée. On a fait l'allée ensemble, il était là. J'avais fait des kippas LGBT, c'était trop... Enfin, lesbiennes surtout, avec des petits cœurs, c'était trop beau. Et vraiment, et en fait... Moi, c'était mon meilleur moment du mariage, tu vois, d'être accompagnée par mon père et tout. Et en fait, vraiment, je me suis dit, je suis conne parce que ça aurait pu être simple avant si j'en avais vraiment parlé plus tôt. Ça veut dire, 1, ton père était accepté. Ouais. Et 2, tes parents, ils ont en plus accepté que tu te maries avec une femme qui n'était pas juive. Ouais, bah oui, ouais. Bon, après... Non, mais enfin, tu vois, oui, franchement, en vrai, il y a des paliers. Oui, non, mais c'est vrai. Mais écoute, ouais, ils ont accepté. Après, mes parents sont séparés, ils ont chacun... refait leur vie avec des personnes formidables, tu vois. Mais ouais, non, je me suis dit, j'ai sous-estimé, tu vois, j'ai eu peur qu'ils me rejettent. Ma mère, bon,
elle nous a vraiment élevés dans l'ouverture et tout ça, donc j'avais pas trop de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que mon père, j'ai toujours eu plus de pudeur. On se parle pas trop, on parle pas de nos sentiments, tu vois, c'est pas dans la culture. Tu vois, c'est culturel. on parle pas, tu vois, lui, les psys, les machins, parler, dire ce qu'il a ressenti, ce qu'il ressentait quand il était petit, c'est... C'est l'archouin. Non, mais dis-moi, pourquoi tu veux que je parle de ça, hein? Il parle vraiment comme ça. Et donc voilà, donc c'est comme ça, j'ai grandi, j'ai été plutôt assez acceptée, mais parce qu'encore une fois, depuis que je suis petite, hein, je dis que, pas que je suis lesbienne, hein, mais en fait, tout le monde dans ma famille a compris que j'avais une personnalité et que il fallait me laisser vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre. Je crois que là, tu nous l'as bien exprimé. Hein. On a compris pas mal de choses. Hein. Ouais. Il y a un tournant. Tu vois, je te connaissais pas hein. Jusqu'à présent, je te découvre et franchement, je suis ravie. Merci de partager Je t'en prie, ça. merci pour l'invitation. Ouais, mais c'est pas facile de montrer la femme qu'on est derrière la femme. C'est vrai. Ça demande un peu de recul sur soi et d'être un peu confortable avec soi-même. Les Jeux Olympiques, en France, et bam, le monde te découvre. Ouais. J'avais envie alors là, tu vois, pour le coup, j'avais cette ambition de faire les JO. Dans ta vie ? Ouais. Tu t'es dit un jour je vais faire les JO ? Pas du tout comme ça, mais en fait, j'ai fait au passage de l'année 23-24, j'ai mixé sur les Champs-Élysées devant 1 million de personnes. Et mais vraiment, c'était un moment assez incroyable pour moi, tu vois, d'être sur cette avenue. Puis tu vois, il y avait tout ce truc, la Parisienne, tu vois, j'ai grandi là, les feux d'artifice, je les ai faits, les 31. Enfin, tu vois, c'était vraiment un truc, et je pensais, voilà, à mon père, à ma famille, tu vois, ce lien avec Paris, tu vois, et vraiment, et j'étais là, je mixais vraiment, sous l'Arc de Triomphe, quoi, et avec l'avenue des Champs-Élysées qui était remplie jusqu'à la Concorde. Enfin, c'était extraordinaire, vraiment. C'était extraordinaire, les gens qui faisaient péter des mini-feux d'artifice. Ça, c'était vraiment, il y avait une super ambiance. J'avais quand même une pression parce que comment tu fais danser 1 million de personnes, sur quoi tu fais danser les gens et tout. Et en fait, j'essayais de faire un truc qui me ressemble complètement et qui en même temps est hyper populaire. Parce qu'en plus, c'est 1 million de personnes, mais c'est des gens qui viennent du monde entier pour voir le feu d'artifice du 31 à Paris. Donc, tu vois, qu'est-ce qui peut les lier et tout ça? Bon, il y a un truc qui marche tout le temps, c'est ABBA. C'est international, ça marche. Tout le monde crie, tout le monde chante. Enfin, laquelle? Vraiment, c'est Gimme a Man. D'accord. Bah, genre, celui-là, bien sûr. Donc voilà. Et en fait, je finis mon set. Ensuite, il y a Slimane qui chante. Chimène Badi, je sais plus, bref. Et là, il y a le feu d'artifice qui commence. Et je suis avec ma compagne et mon amie Audrey, qui est aussi mon avocate. Et je les regarde. Et puis en fait, tout le thème du mapping, c'était les JO 2024. Et moi, j'avais complètement zappé qu'il y avait ces JO qui arrivaient. Et je leur dis, putain, les meufs, et si je faisais les JO? Parce que, tu vois, je venais d'être galvanisée par ce set devant 1 million de personnes. Million de personnes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cet événement-là? Et du coup, j'ai dit, ben, putain, et si je faisais les JO? Et vraiment, je leur ai dit, je vais faire les JO. Je sais pas comment. Je leur ai dit, mais il faut que je fasse les JO d'une manière ou d'une autre. C'est fou. Je vais faire les JO. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je fais le vœu, tu vois, pendant que je regarde les feux d'artifice et tout, puis j'avais les larmes aux yeux, c'était très très fort. En plus, même la playlist qu'ils ont mis pendant les feux d'artifice, ils ont fini par John Lennon, Imagine. Tu vois, déjà, moi j'étais en chiale et tout, et je leur dis, bah, je vais me focus là-dessus. Je sais pas, 3 jours après, j'appelle ma coach psy, et je lui dis, Sylvie, il faut que vous me coachiez là, je veux qu'on me prépare au JO. Elle me dit, ok. Mais non. Pas de problème. Elle sait comment je suis. Elle me dit, pas de problème. D'ailleurs, elle habite juste à côté. Elle me dit, pas de problème, on se prépare. J'ai dit, il me faut quand même une coach de sport. Elle me trouve une super meuf qui s'appelle Julie Kuckerman, qui est géniale, une super coach sportive. Je l'appelle et je lui dis, j'aimerais me préparer au JO.
Et elle me dit, quelle discipline? Et je lui dis, il n'y a pas de discipline, c'est mon rapport à l'univers, tout ça, machin. DJ. Je veux lui dire, je veux, nanana, et tout ça. Donc, il faut que je me mette en condition, quoi. Genre vraiment comme si j'allais... Voilà, comme une athlète de haut niveau, quoi. Et donc, je commence à faire mes séances de sport et tout ça, machin, avec elle. On fait à distance parce qu'elle habite pas à Paris. Et puis, vraiment, elle est géniale, elle me réconcilie avec mon corps et tout ça. Elle me prépare vraiment... elle me fait faire des trucs que je pensais même pas que j'étais capable de faire. Enfin, il y a vraiment... elle est incroyable. Et, et là, en fait, bon, ma grand-mère tombe malade. Je vais m'occuper d'elle et tout ça. Et en même temps, donc j'étais vraiment hyper mal parce que je me dis, enfin, je sais que c'est la fin. Et je lui dis, tu sais, Rosette, je vais faire les JO cet été. J'espère que tu pourras me voir. Peu importe d'où t'es, mais j'espère que tu pourras me voir. Et voilà, mais bon, elle comprenait pas trop ce que je lui disais, tu vois. Mais vraiment, et puis je sais pas, genre 3 semaines après, je reçois un message de Thomas Andus qui gérait la partie musicale des cérémonies avec Victor Lemann. Mais non. Et qui m'envoie un message Mais pour non. me dire Barbara, on aimerait beaucoup te rencontrer parce qu'on a une place à te proposer pendant la cérémonie des JO, voir si ça t'intéresserait de faire ça. Et donc là, j'étais comme une folle, mais en même temps, je perdais ma grand-mère. Enfin, c'était un mélange d'émotions qui était Non, mais c'est dingue. Pardonne-moi. Hein. la loi d'attraction. Et ouais, non, c'est dingue. Hein. Et c'était fou. Et donc, il fallait que je gère en même temps, donc là, le décès de ma grand-mère et les JO qui me disent de commencer à travailler sur une playlist et tout ça. Et donc, c'était vraiment, je faisais en dissonance cognitive. J'étais complètement dissociée des deux trucs parce que je pouvais pas, c'était trop dur à gérer en même temps. Mais bon, voilà, je me suis dit, bah vas-y, tu te concentres, c'est pour elle que tu le fais aussi. Et voilà, et en fait, je vais rencontrer l'équipe de Thomas Joly, toute cette team, avec Maud Le Pladec, Daphné Burki et tout ça, Victor, et on parle de cette cérémonie. Il m'explique pas du tout ce qu'il va y avoir parce que, en fait, moi, je savais pas ce qu'il y aurait à part moi. Il m'explique juste mon tableau dans lequel je serai. Et ils me disent que ça va durer environ 45 minutes et que il faut que j'habille ce tableau avec un mixte de chansons françaises, puis de chansons d'Eurodance. Et ça finit par Philippe Catherine. C'était le seul truc que je savais. Et donc je leur dis ok. Et je commence à parler de références. Je leur dis moi... je pense qu'il faut qu'il y ait l'Erita Mitsuko, parce que l'Erita Mitsuko, c'est la France. Je pense qu'il faut qu'il y ait Diams, parce que c'est toute une génération, parce que c'est la France aussi. Plein de trucs comme ça. Il y a des trucs qui ont été gardés, d'autres pas. Par exemple, moi, j'étais très triste qu'ils enlèvent... j'avais mis carte de séjour de Rachita, qui sont de 12 France. Donc, j'étais très triste que ça parte. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, il faut dealer avec... Enfin, tu vois, avec les choix des gens, tout ça. Et puis, c'était un travail d'équipe. Et finalement, j'ai fait mon mix et je suis arrivée sur cette scène. Ce qui était très bizarre, c'est que du coup, sur les Champs-Élysées, j'avais 1 million de personnes devant moi. Mais là, j'avais personne, à part les danseurs. Et ensuite, le bateau France qui est arrivé pendant le mix. Mais sinon... je me rendais pas compte. Tu te rendais pas compte que le monde entier te regardait et non, et surtout me jugeait. Je savais pas. Ça, c'est ma prochaine question. Cette loi de l'attraction, je me permets juste parce que c'est au moment où tu perds l'une des premières femmes de ta vie. Parce que là, tu m'émeus beaucoup parce que tu nous racontes ces histoires avec cette grand-mère qui t'a raconté... tu vois, je me la suis fait tatouer. Je me suis fait tatouer sa signature. Ah, c'est Rosette. Ah, c'est magnifique. Elle est dans ta peau. Elle est dans ma peau. Et ton ADN, hein. Je la vois, quoi. Tu vois. Ouais, elle est là. Elle est là. Elle est là, de toute façon. Elle est là. Et toi, à ce moment-là, qui avait dit, je vais faire les JO, Ouais.
Ah non, mais Mais il y avait combien de chances pour qu'on t'appelle pour faire les... Non, mais faut sans déconner. Non, Sauf si tu me dis, en vrai, j'avais une copine qui connaissait, qui a appelé. Non, mais je connaissais, tu vois. Je veux dire, Daphné, je l'avais déjà vue sur des tournages. Justement, elle m'avait invitée et c'est là que je l'ai rencontrée quand j'ai fait la couverture de Télérama, elle m'avait invitée sur le plateau d'animation elle animait. Mais ça, c'est pas gage de mixer au JO. J'avais rencontré Maud Le Pladec, qui était la chorégraphe des JO. Pareil, sur un plateau de Daphné. Et on avait grave sympathisé, mais bon, on savait pas... Oui, c'est un plateau. D'ailleurs, je sais même pas si à ce moment-là, je savais qu'elle bossait dessus. Mais voilà, en fait, c'était un truc... où en fait ils se sont demandé qui pourrait incarner ce personnage. Bravo. Et voilà, et je pense qu'en fait c'est ce qui m'a aidé, c'est aussi de faire les Champs-Élysées, tu vois, parce que du coup la mairie me connaissait déjà. Et enfin, tu vois, il doit y avoir plein de trucs parce que bon, c'est pas un truc qui se décide entre deux personnes. Enfin, Barbara, ce qui t'a aidé, c'est toi, ta chance. Tu te rappelles quand tu disais faut beaucoup de chance? Ouais. Toi, ta chance, l'univers, les planètes qui s'alignent. Probablement Rosette aussi qui donne sa force. Quand je dis ma chance, c'est ma chance d'être qui je suis. Mais bien sûr. Pas la chance, tu vois. Non, mais d'assumer. Mais oui, qui tu es, d'être qui tu es. De embrace. Je ne sais même pas. Tu sais ce terme anglais embrace. Le truc qui veut tout dire et qui veut rien dire chez nous en France. Ouais. C'est que t'assumes et que tu aimes. Non, mais je prends tout dans l'ensemble, quoi, tu vois. Mais ouais, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée sur cette scène des Jeux Olympiques accompagnée de toutes ces personnes fabuleuses. Épilogue saison 1. Épilogue saison 1. On va se retrouver pour une saison 2. Bah évidemment, je pense qu'on va se retrouver pour plein de saisons. Parce que j'ai maintenant très envie de continuer à découvrir, c'est pas possible ça. Épilogue saison 1, la vague de haine, tu dis? Ouais. Après les JO, parce que tu dis, oulala, après il a fallu assumer. Il y a eu une grosse vague d'amour, quand même. Mais il y a eu une très très grosse vague de haine auquel je n'étais pas du tout préparée. Genre vraiment. J'étais pas prête. Je pense que personne n'est prêt à se prendre autant de méchanceté d'un coup. C'est quoi? Et de violence. Cette méchanceté, cette violence, comment elle se matérialise? C'est des messages. Et encore, je suis allée que sur Instagram. Hein, parce que j'avais pas TikTok. Ça me gave. Donc du coup, je me suis focus vraiment sur Instagram, un peu sur Twitter. C'est quoi les messages? C'est des menaces de mort, c'est des... Carrément? Menaces de viol, des trucs immondes, et des messages. Vraiment, je peux même pas décrire. Il y en a un qui était hyper violent. Tu vois, des trucs antisémites. Mais que vraiment, je me dis, mais comment on peut être aussi monstrueux pour écrire un truc comme ça? J'ai pas envie de les dire parce que c'est vraiment trop violent. Après, si les gens ont envie de savoir, j'en ai beaucoup parlé dans une interview juste après les JO sur Le Parisien, où je lisais justement les messages que je recevais. Et c'était horrible. Comment tu t'engages au quotidien pour les gens qui s'identifient à toi, qui te soutiennent, dont tu es le porte-voix? Moi, je reçois beaucoup de témoignages sur mon compte Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, tu vois, qui ont des enfants, qui sont harcelés à l'école, ou qui se font, eux, harcelés, ou cyberharcelés, ou qui l'ont été, ou en fait, qui se sentent pas aimés. Et en fait, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde et leur dire qu'ils sont pas seuls et de trouver des liens, des ponts pour qu'ils aient trouver des gens qui les accompagnent. Tu vois, c'est comme ça que j'essaye de... Et puis après, moi, créer du lien, je le fais sur le dance floor, tu vois. J'invite les gens à venir danser, peu importe leurs conditions physiques, tu vois. Sur mon dance floor, vraiment, tu trouves de tout. Des gens qui valident, des gens qui ne le sont pas. Enfin, voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on arrive à se retrouver sans barrière d'aucune barrière, que ce soit sociale, que ce soit de race ou quoi. Enfin, bon, en fait, il faut qu'on arrive à créer du lien ensemble. La société fait qu'on s'est tous divisés et qu'on se divise de plus en plus. C'est la politique qui veut ça.
Ben non, en fait, il faut qu'on arrive à créer des espaces où on se réunit, on danse, on se parle. Parce que même si, par exemple, toi et moi, on n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord sur des sujets, il ne nous empêche pas qu'on peut parler ensemble et échanger. Parce qu'en fait, on est des personnes adultes. Et donc dire que, voilà, c'est intéressant de se retrouver aussi avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est enrichissant, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière? Derrière, écoute, je sais pas, j'ai envie de laisser de l'espoir. Il va y avoir une personne qui prendra ta place dans les épisodes, les jours, les mois Ouais. à venir. Et on a envie d'instaurer, enfin, en tout cas, j'aimerais instaurer cette continuité, ce lien qui fait corps, qui fait société, en vrai, avec tous nos engagés. C'est quoi la question que tu aimerais poser à la personne qui sera à ta place? Euh, Et je me permets en attendant. D'accord? ouais, ouais, ouais. Ben, quel est son rapport à l'amour?